Mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir dans le règne animal un embranchement qui est très important parce que le nombre d'espèces qu'il y a dans cet embranchement est très important, à savoir l'embranchement des arthropodes. Alors cet embranchement des arthropodes, il fait partie du sous-règne des eumétazoaires, c'est-à-dire des métazoaires vrais. Ce sont des espèces bien sûr pluricellulaires. On va voir la section des bilateria, ça veut dire qu'ils présentent une symétrie bilatérale, et ce sont des célomates, étant donné que nous avons la présence de célomes. Alors comme exemple d'embranchement des arthropodes, nous allons voir les crustacés tels que les homards, les crevettes, etc. Nous avons les insectes également, que nous connaissons, tels que les mouches, les moustiques, les coccinelles, etc. Et nous allons voir également l'embranchement des arachnides, bien sûr, tels que nous allons trouver le scorpion, les araignées, etc. Ou c'est ce qu'on appelle les chélicérates en général. Alors, pourquoi on les appelle les arthropodes? Quels sont les caractères généraux, si vous voulez, de ces animaux-là? Alors, arthron, en latin, veut dire articulation. Podos veut dire pied. Donc, ce sont des métazoaires triploblastiques, bien sûr, qui sont des célomates, protostomiens, hyponeuriens, asymétrie bilatérale, mais qui se caractérisent par des pattes qui sont articulées, qui présentent des articulations telles que ce que nous avons au niveau de notre bras. Nous avons une articulation à ce niveau-là et à ce niveau-là. Là, on voit que chez les arthropodes, parce que arthron, c'est articulation, podos, c'est pieds ou pattes, donc ils se caractérisent par des appendices qui sont articulés ou un corps généralement qui est articulé. Mais le critère essentiel des arthropodes sont des pattes qui sont articulées, que ce soit chez les chélicérates ou bien chez les autres arthropodes ou les antennates tels que les crustacés ou les insectes, nous avons ces pattes qui sont articulées. Alors leur corps, il est métamérisé. Donc nous allons trouver la présence de, bien sûr, métamères qui sont reliés les uns aux autres, comme ce qu'on observe ici. Par des membranes qui sont également articulaires, telles que ce que nous avons vu chez les annélides, mais bien sûr, la métamérisation va différer au niveau des arthropodes, chose que nous allons voir tout à l'heure. Toutefois, pour les métamères, chaque métamère porte généralement une paire d'appendices qui est articulée. Alors leur développement est entrecoupé par mues. Donc lorsque nous avons étudié l'embranchement des nématelmènes, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que la mue, et je vais la réexpliquer tout à l'heure lorsque nous allons étudier le cycle de développement essentiellement chez les insectes. Donc on voit que cet insecte-là est en train de changer en quelque sorte cette peau-là, ou cette cuticule, qu'on dit cuticule, et ça donne ce qu'on appelle l'exuvie. C'est ce qu'on appelle une mue. Alors pour toujours dans cette morphologie externe, alors nous allons étudier le tégument. Le tégument, c'est le revêtement externe, bien sûr, des arthropodes. Alors généralement, il est dur, tout dépend bien sûr des groupes que nous allons étudier, et nous avons les segments qui sont reliés, qui sont agencés en segments articulés et qui sont reliés les uns aux autres, comme ce qu'on observe ici. Nous avons ce tégument qui est très dur chez le homard, chez ce crustacé-là, mais malgré ça, nous avons un corps qui est souple, qui permet le déplacement bien sûr de l'animal.
Alors, il va comprendre une couche qui est hypodermique et c'est cette couche-là qui va en quelque sorte former à l'aide de cette glande qui va former cette couche qui est généralement, c'est la cuticule qui peut être très dure ou non. Alors, pour la structure du métamère, puisque nous avons cette cuticule qui peut être dure ou non, généralement, elle est formée par des plaques. Alors, nous avons une plaque qui est dorsale, c'est ce qu'on appelle une tergite, des plaques, une plaque ventrale qu'on appelle le sternite, donc c'est ce que nous avons ici, et deux plaques latérales qu'on appelle les pleurites. Et les appendices sont fixés entre les pleurites et les sternites généralement. Bien sûr, ils sont réunis par des membranes qui permettent à l'animal d'être souple. Alors chaque segment, il contient généralement, il est traversé par bien sûr un vaisseau sanguin. Nous avons au milieu le tube digestif et ventralement nous avons une chaîne nerveuse de type annélidienne, chose que nous allons voir tout à l'heure. Alors, les divers, bien sûr, métamères des arthropodes ne sont pas identiques. Regardez par exemple là, nous avons un certain nombre de, chez ce myriapode, les 1000 pattes, nous avons les segments qui sont identiques, donc on dit que c'est une métamérisation homonome, c'est-à-dire que les métamères sont identiques. Par contre, si je regarde ce crustacé ou bien cet insecte ou bien ce scorpion, on voit que les métamères ou les parties du corps ne sont pas identiques. Les métamères ne sont pas identiques. Donc, on peut avoir la fusion de certains métamères chez les insectes. Donc, et là, on va avoir des parties qui présentent une morphologie et une physiologie qui diffèrent. C'est le cas, par exemple, aussi du scorpion. Donc, on va trouver une région céphalique, une région thoracique et une région abdominale. De même pour les insectes, donc la tête, le thorax et puis l'abdomen, chose que nous allons voir également chez les crustacés que nous allons étudier en TP, étant donné que nous allons faire la dissection de la crevette. Alors, cette spécialisation, bien sûr, comme je vous ai dit, qui est accompagnée par la fusion de métamères, c'est ce qu'on appelle des tagmes. Donc là, nous avons par exemple 3 tagmes chez les insectes. Nous avons la tête, le thorax et puis nous avons l'abdomen. De même chez les crustacés, au niveau de la crevette, soit au niveau bien sûr du scorpion où nous avons les 3 tagmes, donc région céphalique, région thoracique et région abdominale. Alors pour les appendices des arthropodes, alors les appendices sont généralement des appendices qui sont portés par chaque métamère et qui sont des appendices qui sont articulés. On peut voir l'articulation, si vous voulez, des pattes chez ce criquet-là. Elle est très évidente. On peut l'observer très très bien. Et les appendices, comme je vous ai dit, sont insérés au niveau de la région qui est située entre les pleurites et bien sûr les sternites. Alors, les appendices de tous les arthropodes, généralement, ils dérivent d'un appendice qui est biramé. C'est comme le cas de la crevette, chose que nous allons voir en TP, parce que les appendices de la crevette se caractérisent par la présence généralement d'une rame qu'on appelle l'endopodite, et nous avons une deuxième rame qu'on appelle l'exopodite. Donc nous avons des appendices qui sont biramés. Par contre, chez les insectes, nous avons la disparition de l'exopodite, de cette rame, et ce qui reste, c'est uniquement un appendice qui est uniramé, il y a une seule rame, donc, et qui est bien aussi articulé.
Alors, pour la musculature, au niveau de cette morphologie interne, on sait que les arthropodes se déplacent énormément et ils ont une musculature qui est vraiment très développée. Donc, nous allons trouver des muscles lisses au niveau des organes tels que le tube digestif, soit le vaisseau sanguin, et nous avons des muscles striés, donc au niveau des pattes ou bien au niveau du corps de l'animal, qui permet à ces animaux de se déplacer rapidement et énormément. Donc tel que on sait que le criquet migrateur, il peut voyager à des distances très très importantes. Le système nerveux, on dit qu'il est de type annélidien, c'est-à-dire donc il est formé par des ganglions cérébroïdes donc, qui sont condensés et centralisés au niveau de la région antérieure, d'où partent une double chaîne nerveuse qui est ventrale également et qui se caractérise par la présence de double ganglions au niveau bien sûr de au niveau de la chaîne et au niveau des métamères en quelque sorte de ces animaux-là. Donc là aussi nous avons des animaux qui sont des hyponeuriens. Alors, pour les organes de sens, sont très variés. Par exemple, on va trouver un appareil olfactif. Il est représenté par des organes très variés tels que les antennes chez les antennates et par les palpes. Donc au niveau des pièces buccales, ils interviennent dans le tact et l'odorat également. Ils sont très intéressants chez essentiellement les insectes. Pour l'appareil visuel, si je prends le cas des insectes, il est formé par deux types d'yeux, si vous voulez. Nous avons les ocelles, donc ce sont des yeux simples. Et puis après, nous avons des yeux composés. Donc, ces yeux composés sont formés par des petits yeux. Donc, on peut voir, je ne sais pas si vous les observez, une granulation chagrin. C'est un petit ocelle, c'est un petit œil qui est très développé et ça forme, ils sont accolés les uns aux autres et ça forme cet œil composé. Et ces yeux-là, c'est ce qu'on appelle les ommatidies. Alors, pour l'appareil digestif, il est constitué de trois zones. Une zone antérieure qu'on appelle le stomodéum. Alors, le stomodéum, généralement, c'est un estomac qui est un estomac masticateur, qui est plus ou moins complexe, d'accord. Il présente bien sûr des régions spécialisées telles que l'esophage, le pharynx et le gésier. Et bien sûr, nous avons là où il y a la bouche et les pièces buccales, donc qui diffèrent selon le régime alimentaire, bien sûr, des arthropodes. Nous avons également une zone moyenne qu'on appelle le mésentérant. Donc là, c'est l'intestin, c'est l'équivalent de l'intestin et qui joue le rôle dans la digestion. Et la partie terminale de l'intestin, c'est ce qu'on appelle le proctodéum. Donc c'est en quelque sorte, si vous voulez, la région où on va avoir la libération des déchets par, bien sûr, un orifice qui est l'anus, étant donné que le tube digestif chez les arthropodes est complet avec la présence de la bouche et de l'anus. Alors l'appareil respiratoire, tout dépend bien sûr des espèces. Il y a des espèces qui vivent dans l'eau et dans ce cas-là, la respiration sera bronchiale, elle va se faire à l'aide de bronchies, alors que les espèces qui sont aériennes, la respiration elle est trachéenne, elle se fait à l'aide de trachées, chose qu'on observe à ce niveau-là. Et bien sûr, regardez les trachées qui traversent tout le corps de ce criquet.
Alors les orifices par lesquels pénètre ou sort l'eau se fait les échanges gazeux. C'est ce qu'on appelle les stigmates. Généralement, se trouvent dans la région latérale, bien sûr, par exemple, dans le cas des insectes. Donc, elle se trouve dans la région latérale. Donc, la respiration, elle peut être trachéenne comme elle peut être bronchiale. La respiration bronchiale chez les insectes aquatiques, trachéenne chez les espèces aériennes, comme on peut avoir des espèces qui présentent des poumons, et dans ce cas-là, on va avoir la respiration pulmonaire. On trouve ça chez certains chélicères, tels que le scorpion. Voilà, si je reviens au trachée, regardez, c'est ce qui est en blanc. Donc c'est un système qui est très ramifié à l'intérieur du corps pour que les échanges gazeux se fassent au niveau des différents, bien sûr, organes. Alors, l'appareil circulatoire, il n'est pas clos, comme ce que nous avons vu tout à l'heure chez les mollusques. Donc, on va avoir un cœur, donc une région qui est contractile, avec bien sûr un vaisseau dorsal, mais nous avons le sang va passer dans des cavités périviscérales ou sinus, si vous voulez, où baignent bien sûr les organes. Alors voilà, on peut voir, si vous voulez, ce cœur-là avec cette aorte dorsale d'où elle donne le sang au niveau des cavités là où baignent en quelque sorte les organes. Alors l'appareil excréteur, donc nous n'avons pas de véritable néphridie, mais on peut trouver des tubes excréteurs, donc qui déversent le déchet liquide par un orifice bien sûr, ou les orifices excréteurs. Alors pour la classification, l'embranchement est subdivisé en 3 sous-embranchements. Nous avons les trilobitomorphes qui sont des fossiles, nous avons les chélicérates, c'est là où nous avons bien sûr les scorpions, les araignées, et puis nous avons les acariens qui sont très très petits, qui peuvent être des parasites. Nous avons aussi les mandibulates ou antennates. Les mandibulates, donc, ce sont les espèces qui présentent au niveau des pièces buccales des mandibules, qui interviennent dans la mastication. On les appelle également les antennates qui présentent des antennes, telles que les mille-pattes, les myriapodes ou bien les insectes, soit aussi les crustacés qui font partie bien sûr, des antennates. Pardon. Alors pour la particularité biologique, nous allons essentiellement voir le cas des insectes, parce que ce cas-là, les insectes, c'est une classe qui est très très importante, et on va étudier en quelque sorte la reproduction de cette classe. Alors généralement les sexes sont séparés, donc ce sont des espèces qui sont gonophobriques, mais on peut trouver des espèces qui sont hermaphrodites. Donc avec les deux appareil génital mâle et appareil génital femelle. Ce qui est intéressant également, c'est d'étudier le développement post-embryonnaire de ces organismes-là. Donc on sait que nous avons le développement larvaire de ces organismes, il est entrecoupé par des mues, chose que nous avons vue tout à l'heure. Donc cette mue qui se renouvelle à chaque fois que le corps de l'animal devient grand, donc il s'accroît, et par conséquent nous avons la cuticule qui reste très petite, et ce qui fait, donc il va déchirer cette cuticule pour sortir et avoir, si vous voulez, une cuticule plus neuve et plus grande. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons la taille, donc la longueur, en quelque sorte, de l'animal va au escalier. Donc là, nous avons, c'est l'accroissement du corps de l'animal, puis après, hop, il va
c'est comme un escalier, il va augmenter de taille, il va déchirer, c'est là où on va avoir la mue, il va déchirer si vous voulez, ce tégument qui devient très petit pour lui, il va le déchirer pour s'accroître, avoir une autre cuticule, donc il va s'accroître. Pour une deuxième fois, on va avoir une deuxième mue, donc il va déchirer pour une deuxième fois cette cuticule et ainsi de suite. Alors pour le poids de ces insectes-là, donc la courbe se fait en S. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'animal commence à augmenter de poids et puis après, lorsque, si vous voulez, la cuticule devient petite par rapport au corps, il va réduire, si vous voulez, son poids jusqu'à ce qu'il y ait, si vous voulez, la première mue ou la mue, et juste après nous avons un saut au niveau une augmentation très importante au niveau du poids, une réduction du poids avant la mue et ainsi de suite. Donc nous avons jusqu'à la mue imaginale, donc où la mue imaginale, c'est là où on va avoir un adulte, ce qu'on appelle l'imago. Alors, pour le développement post-embryonnaire, donc nous avons plusieurs types de métamorphoses. Donc, nous avons des insectes qui se développent dans le développement post-embryonnaire, se fait sans métamorphose, c'est ce qu'on appelle amétabole. A, c'est sans en latin. Métabolé, c'est changement en latin. Donc, il n'y a pas de changement au niveau de la forme si vous voulez, ces insectes-là. Nous avons une métamorphose qui est incomplète et dans ce cas-là, on va avoir des hétérométaboles, porométaboles. On va étudier des métamorphoses également incomplètes chez les hétérométaboles et mi-métaboles. Et on peut avoir une métamorphose complète chez les holométaboles. Alors, que veut dire ces termes-là? Donc, lorsque nous n'avons pas de métamorphose amétabole, on peut voir sur la photo, la larve, elle est petite, très petite par rapport à l'adulte, mais la forme, elle est semblable, ils sont identiques. La différence, c'est la maturité sexuelle. Donc, on dit que ce sont des organismes qui sont amétaboles. Il n'y a pas de changement entre les deux, entre la larve et l'adulte ou l'imago. Pardon. Donc, on va étudier également les insectes qui sont des hétérométaboles, porométaboles, c'est-à-dire il y a c'est hétérogène, il y a plus ou moins un changement chez ces organismes-là. Pour les porométaboles, c'est-à-dire que la larve et l'adulte présentent la même écologie. C'est le cas du criquet, on les trouve, que ce soit la larve ou l'adulte, on les trouve dans les champs. Donc après la libération des œufs, on va avoir la libération d'une larve qui ne présente pas d'aile. D'accord, elle n'est pas mature, mais elle va subir des mues et elle va, la taille va s'agrandir. D'accord, elle va subir une deuxième mue, ainsi de suite. Et juste après, on va avoir l'apparition des ailes. Donc vous voyez que là, la larve et l'adulte se ressemblent plus ou moins. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas, chez la larve, il n'y a pas d'ailes. Donc, alors qu'on le voit au cours de la croissance de l'animal. Et puis après, au cours de la mue imaginale, c'est-à-dire là où on va avoir l'imago, on va avoir un développement de des ailes qui devient spectaculaire avec la maturité également sexuelle, le développement de l'appareil génital en général. Donc je répète, pour les porométaboles, la larve et l'adulte se trouvent, ils ont la même écologie, ils ont pratiquement la même forme, à l'exception de l'absence de certains organes chez la larve.
Alors pour les hémimétaboles, c'est le cas par exemple de la libellule ou bien de la demoiselle. Là, la larve et l'adulte n'ont pas la même écologie étant donné que la larve, elle est généralement aquatique. Donc après la libération des œufs, donc on va avoir le développement d'une larve qui est aquatique, qui va subir une mue et si vous voulez nymphale pour donner donc qui va donner bien sûr un adulte qui est ailé. D'accord. Et après la mue imaginale, donc on va avoir la maturité sexuelle. Et là, nous avons la larve qui ressemble très peu qui ressemble un peu à l'adulte, à l'exception de, bien sûr, l'absence des ailes et surtout la respiration qui est chez la larve, elle est aquatique étant donné qui est aquatique, la respiration elle est branchiale, alors que chez l'adulte, la respiration devient aérienne. Donc là, ce sont des espèces qui sont hémimétaboles. Le dernier exemple que nous allons voir, ce sont les insectes holométaboles. Holo, c'est entier, donc un changement entier, chose que l'on voit chez le papillon que vous connaissez. Donc là, après la ponte des œufs, on va avoir la présence de chenilles. Donc ce sont des vers. Ça ressemble à des vers, mais c'est ce qu'on appelle des chenilles qui vont subir des mues. Ils vont entrer dans une phase latente. Donc on va avoir la chrysalide ou le stade nymphal. Donc où la larve va s'entourer par un fil de soie et elle va subir une vie latente, c'est-à-dire que elle n'aura pas d'activité et c'est là où on va avoir un changement de la larve et par la suite on va avoir la libération d'un très beau papillon avec les différentes couleurs. Donc on peut le voir ici, donc là c'est l'œuf avec la chenille qui va libérer la chenille, puis après la chenille qui va s'entourer par un fil de soie pour donner la chrysalide et après on va avoir la libération d'un très beau papillon. Alors cette forme holométabole, on peut la trouver également chez les diptères. Donc les diptères tels que les mouches ou bien les moustiques. Donc après la pente bien sûr des œufs, on va avoir ce qu'on appelle des asticots. Ce sont des larves qui ne présentent même pas de tête, donc qui vont entrer dans une phase latente et forment une pupe. C'est la mue nymphale, donc ça c'est la nymphe. Et après la mue imaginale, on va avoir la libération bien sûr d'un imago ou d'un adulte qui est tout à fait différent, bien sûr, de la larve. Donc là, nous avons un insecte qui est holométabole. Voilà, donc on trouve ça chez les papillons, les mouches et les moustiques. Donc là, ce tableau-là, vous l'avez sur le Polycope, ça résume en quelque sorte tout ce que je viens de dire. Donc nous avons les amétaboles, les insectes porométaboles, les insectes hémimétaboles et les insectes holométaboles. Amétaboles sans changement. Donc la larve et l'adulte se ressemblent. Pour les porométaboles, la larve et l'adulte se ressemblent plus ou moins avec l'absence de quelques organes et ils ont la même écologie. Pour les hémimétaboles, la larve et l'adulte n'ont pas la même écologie. La larve est généralement aquatique alors que l'adulte est aérien et dans ce cas-là, nous avons bien sûr l'absence de certains organes et même, par exemple, l'appareil respiratoire change, donc ça passe de la respiration branchiale à une respiration trachéenne. Et puis après, nous avons les holométaboles, donc où on a un changement complet, chose que nous connaissons chez le papillon, chez la mouche et chez les moustiques. Et je vous remercie pour votre attention.